Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur l'éco-conception. Le but, c'est de parler un peu d'éco-conception et surtout de voir en quoi c'est un atout dans la stratégie d'une ou même plusieurs entreprises. On est ensemble pour 1 heure, de 11 heures à midi environ. Et aujourd'hui, l'objectif, du coup, c'est de pouvoir parler de l'atout stratégique de l'éco-conception à travers le retour d'expérience de 2 entreprises qui sont représentés par Ludivine Brousse de l'entreprise Louis et Aurélien Michel Biou, pardon, de l'entreprise Agnos. Alors, on va prendre juste 1 minute ou 2 le temps que tout le monde arrive à se connecter. J'ai l'impression que ça arrive petit à petit. Et l'idée du jour, du coup, ce sera de vous présenter un petit peu dans quel cadre déjà on organise ce webinaire. Quel est l'objectif aussi de ce webinaire aujourd'hui sous forme un peu de table ronde. Ensuite, de laisser un maximum de place à nos échanges finalement et aux témoignages de Ludivine et Aurélien sur, ce, euh, sur cette question. Et ensuite, prendre aussi un peu de temps, évidemment, pour répondre à vos questions, à toutes les questions que vous pourriez avoir sur leur expérience ou sur l'éco-conception de manière générale. Pour poser des questions à ce propos, vous avez un petit onglet pour pouvoir, un petit onglet chat, conversation, pour pouvoir échanger et poser vos questions directement par écrit. On peut aussi, il me semble, prendre un peu de temps si jamais vous avez des questions à l'oral. Vous devez être en capacité de lever la main, je pense. Et à ce moment-là, on pourra aussi faire un petit tour de parole si vous préférez poser vos questions de cette façon-là et pas forcément par écrit. Voilà, pour l'instant, on est 22, vous êtes 22 participants. Merci beaucoup. On va voir si ça arrive un peu plus. Il est 11h03, on va commencer doucement. Euh, pour commencer, je vais me présenter déjà rapidement. Moi, je suis Marie Cussol, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception. Je vais en parler rapidement juste après. Et je suis plus spécifiquement animatrice du programme Oxymore, le programme qui a pour but de diffuser l'éco-conception en Occitanie. Pour resituer un petit peu le sujet, le pôle éco-conception, c'est une association de la 1901 qui est basée à Saint-Étienne, donc pas du tout en région Occitanie à l'origine. On est centre de ressources nationales pour l'éco-conception. Et notre objectif en tant qu'association, c'est d'aider l'ensemble des entreprises, nos adhérents, mais aussi les entreprises de manière générale en France, à améliorer leur performance environnementale par la pensée en cycle de vie, c'est-à-dire en ayant une vision plus large de l'activité sous forme de cycle de vie pour réduire l'impact environnemental, évidemment, en faisant de l'éco-conception. Pour répondre à cet objectif-là, on a 4 grands modes d'action. Premièrement, on a une action d'inspiration auprès des entreprises, donc on fait de la sensibilisation à l'échelle nationale en partenariat avec l'ADEME au niveau national pour pouvoir donner envie aux entreprises de faire de l'éco-conception, vous inspirer, vous donner des retours d'expérience et sensibiliser à ce qu'est l'éco-conception. On a un deuxième volet d'action qui est une action de stimuler, d'aider à initier des projets d'éco-conception, vraiment sous forme de facilitation, de tremplin pour faire l'éco-conception. Un troisième volet qui est de l'action, tout simplement, sous forme de formation. On est centre de ressources, centre de formation, certificat LIOPI, et on fait aussi un peu de prestations. Et on a un dernier point qui, lui, se rapporte aussi à nos actions davantage publiques, qui est de consolider, en étant centre de ressources, on produit de la ressource. Donc, on va produire des guides, des notes de synthèse, des documents techniques. On fait aussi de la veille pour pouvoir vous aider à avoir des ressources correspondantes à ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre démarche d'éco-conception. Quand on parle du programme Oxymore en particulier, donc de ce que j'anime en Occitanie, on s'inscrit dans cette action de stimuler, d'initier des projets d'éco-conception. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le programme du coup Oxymore qui existe depuis 3 ans et demi en Occitanie maintenant. C'est un programme régional qui a pour but de diffuser l'éco-conception, principalement dans les TPE et dans les PME, et qui est donc du coup animé par le pôle éco-conception et soutenu depuis ses débuts par l'ADEME, la région Occitanie et l'éco-organisme Val d'Eliette.
Rapidement, depuis septembre 2019, il y a quand même eu pas mal d'actions qui ont été menées avec plus de 500 structures qui ont pu être touchées, sensibilisées à l'éco-conception. Et il y a aussi tout un volet d'accompagnement individuel pour initier une démarche d'éco-conception qui a été réalisée sous forme de diagnostic, sous forme de journée de conseil, des ateliers aussi plus collectifs qui ont pu être mis en place, et ça dans tous les secteurs d'activité. Et le programme dure encore aujourd'hui et a de beaux moments devant lui. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, aujourd'hui, que ça me paraissait important de pouvoir mettre en avant des entreprises qui sont en Occitanie, qui ont fait de l'éco-conception et qui peuvent aussi euh, donner des idées à un certain nombre d'entre vous pour faire la même chose plus tard. L'objectif, du webinaire aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est de, découvrir et de comprendre les intérêts de l'éco-conception, mais vraiment uniquement au travers de retours d'expérience. Le but, c'est pas de vous parler d'un point de vue, théorique de ce qu'est l'éco-conception, les grands principes et les piliers. Non, le but, c'est vraiment de pouvoir, comprendre, comment ça peut se manifester dans une entreprise, comment une entreprise peut prendre en main cette, ce concept de l'éco-conception très concrètement, et qu'est-ce que ça peut lui amener derrière, en quoi on peut parler d'atouts stratégiques à la suite de ça. Il faut savoir que dans le cadre du programme Oxymore, il existe plein d'actions qui sont disponibles auprès des entreprises, s'informer dans le cadre duquel on s'inscrit aujourd'hui. Les entreprises peuvent aussi agir en réalisant des diagnostics initial ou diagnostics premier pas en éco-conception dans le cadre de tremplin. Et après, il y a aussi possibilité d'aller plus loin avec un suivi des actions d'éco-conception ou potentiellement un soutien pour faire financer votre projet. Les deux entreprises qu'on accueille aujourd'hui ont réalisé un diagnostic premier pas en éco-conception dans le cadre du dispositif tremplin de l'ADEME. Et c'est dans ce cadre-là que je les ai rencontrés, que je les ai connus. C'est un dispositif qui leur a permis de travailler sur leur démarche, mais on verra que c'est pas quelque chose, c'est pas une démarche de conception qui est arrivée à ce moment-là, c'est quelque chose qui existait un petit peu avant. Et à la suite du coup de ces diagnostics, on peut travailler ensemble aussi pour pouvoir mettre en avant leur retour d'expérience, mettre en avant leur, euh, leur projet au travers de 2 fiches de retour d'expérience que vous pourrez retrouver sur le site internet du programme Oxymore. Et au-delà de ces fiches aussi, c'était important de pouvoir les entendre parler directement de leur projet. Voilà pour une petite introduction. Je vous propose donc maintenant peut-être de passer à la présentation déjà de nos deux interlocuteurs du jour, et puis ensuite de pouvoir balayer un certain nombre de questions pour pouvoir parler de leur projet. Du coup, bonjour Ludivine, bonjour Aurélien. Ludivine, est-ce que je peux te laisser commencer par toi, te présenter et puis présenter aussi l'entreprise Louis dans laquelle tu es et dans le cadre duquel vous avez fait ce projet? Oui. Alors, donc moi, je suis Ludivine, je suis responsable marketing chez Louis. Nous, Louis, on est une entreprise qui a été fondée en 2019, donc aujourd'hui qui a 5 ans, et on fabrique du mobilier de bureau en bois. On travaille, nous, exclusivement sur le marché du B2B. Et nous, la particularité de nos meubles, c'est donc qu'ils sont fabriqués en France, qui sont fabriqués en bois et qui sont fabriqués uniquement à la demande. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise, on est 15 personnes. Et nous, c'était hyper important pour nous de se lancer dans cette démarche d'éco-conception avec, du coup, avec Marie qui nous a accompagnés l'année dernière. Merci Ludivine pour cette première présentation. Aurélien, même question, est-ce que tu peux te présenter Agnos aussi en quelques mots? Avec plaisir. Aurélien Michel Lux, donc je suis cofondateur et directeur technique de la société Agnos. Nous sommes, entre autres choses, concepteurs de bornes de recharge. Et nous avons notamment conçu une première borne de recharge innovante et 100% fabriquée en France, qui est sortie en début d'année et pour laquelle on a suivi justement ce programme de diagnostic d'éco-conception. Merci. Et justement, du coup, pour continuer avec toi, est-ce que tu peux
nous dire un petit peu pourquoi vous avez voulu vous lancer dans une démarche d'éco-conception? Qu'est-ce qui vous a motivé au début? Alors, bon, déjà avec mes associés, on avait des convictions écologiques à la base, et puis on travaillait sur un produit qui lui-même s'inscrit dans la transition énergétique. Donc, ça nous paraissait naturel de nous intéresser à l'éco-conception. Et puis d'autre part, on s'était rendu compte aussi ces dernières années qu'il y avait une sensibilité grandissante du marché et de nos clients. Donc voilà, ce qu'on faisait de façon intuitive et un peu pour nous à la base, on a compris que ça pouvait être professionnalisé pour que cette éco-conception nous serve aussi de façon un peu plus rationnelle. OK, donc vraiment un besoin de répondre au marché et puis d'être plus professionnel là-dessus derrière. Et Ludivine, de votre côté, chez Louis, pareil, pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous lancer dans cette démarche? Ou est-ce que c'était peut-être quelque chose qui était déjà fait à l'origine? Oui, c'est ça. Nous, l'éco-conception, ça faisait vraiment partie aussi de l'ADN de Louis. Dès la création de l'entreprise, en fait, c'était la philosophie, c'est de créer des bureaux qui vont durer le plus longtemps possible et surtout des bureaux qu'on va pouvoir réparer, remettre en œuvre quand on est fini. Donc, vraiment, c'était la démarche de minimiser l'impact tout en produisant voilà, même si on produisait du mobilier. Donc voilà, nous l'éco-conception faisait vraiment partie de l'ADN de Louis, de la création de nos produits. Par contre, on avait vraiment aussi une problématique, c'était comment on arrivait à le formaliser, à le faire savoir auprès du marché, parce que nous, on est une entreprise encore qui était très petite sur un marché sur lequel il y a des acteurs très importants et on n'avait pas encore les moyens d'investir dans des labels, sachant que les labels aussi, il y en avait pas mal différents, c'était difficile de s'y retrouver, de voir ce qui était intéressant pour nous. Donc, on cherchait vraiment quelque chose pour formaliser, structurer notre démarche et notre discours sans avoir à investir aujourd'hui dans des labels. Mmh. Qu'il y avait aussi un enjeu de communication un peu plus fort au-delà de uniquement faire des actions, c'est comment le faire savoir? Voilà, c'est ça. Nous, on savait les faire. Pour nous, c'était très clair, mais c'était aussi comment le communiquer auprès de nos clients et sur le marché aussi. D'accord. Merci. Bah, c'est de bonnes raisons en effet de se lancer dans une démarche d'éco-conception et puis derrière du coup, concrètement, chez Louis, comment se manifeste l'éco-conception? En quoi vous faites de l'éco-conception? Qu'est-ce qui fait que vous avez une vraie démarche auprès de vos produits là-dessus? Tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais si on veut faire un peu un bilan de tout ça et le détailler peut-être? Alors du coup, nous, déjà, on a notre outil de production qui est à la Belge, donc à côté de Toulouse. Nous, on produit uniquement à la demande. Donc, on ne va pas avoir de stock, on va simplement fabriquer ce qui va être vendu. Et lors de la fabrication, on va au maximum limiter l'utilisation du bois, parce que voilà, le bois, c'est quand même une ressource qui reste rare. Et donc, on va réduire au maximum l'utilisation, les chutes de bois quand on va concevoir et quand on va venir découper, usiner chaque pièce des produits. Et donc, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est de concevoir des produits qui puissent durer longtemps, qu'on puisse réparer et qu'on puisse remettre, et qui puissent être remis en œuvre pour, dans une finalité, avoir des mobiliers qui sont en économie circulaire. D'accord et du coup, il y a vraiment cette notion de pouvoir réduire les chutes, maximiser l'utilisation. Vous avez vraiment adapté du coup votre outil de production pour ça? C'est ça, exactement. Nous, on a pas mal travaillé sur toute la partie technique et l'ingénierie pour avoir finalement une optimisation maximale de la matière qui est utilisée pour chaque meuble, pour chaque commande. OK et ensuite du coup, c'est aussi conçu pour pouvoir être réapparable, remis à neuf, rapidement? Comment est-ce que vous est-ce qu'il y a une organisation, un process que vous avez un peu mis en œuvre, là-dessus? Alors là, ça se joue dès la conception du produit. Donc, on va avoir aucune pièce qui va être finalement soudée, qui va être liée. Donc, toutes les pièces sont indépendantes. Et du coup, chaque pièce, on va pouvoir venir, nous, elles sont stockées numériquement. Et on va pouvoir venir réusiner n'importe quelle pièce du meuble. Ce qui fait que s'il y a une petite pièce qui est endommagée, on va toujours pouvoir la refaire. Donc, il ne va pas y avoir d'obsolescence programmée liée à des pièces détachées qui n'existent plus au bout de 5 ans, 10 ans sur ce produit. Nous, on travaille une seule matière, donc ça va être toujours la même matière qu'on va pouvoir réusiner. On va pouvoir refaire n'importe quelle pièce du mobilier.
D'accord, donc il y a vraiment une recherche dès la fabrication et puis maintenant aussi sur la fin pour pouvoir avoir quelque chose qui va durer le plus longtemps possible. Merci. Et du coup, hem, chez Agnos, pareil, comment est-ce que qu'est-ce qui concrètement, comment est-ce que se manifeste l'éco-conception? Qu'est-ce que vous faites pour avoir un produit qui soit le plus éco-conçu possible? Alors, il y a évidemment une réflexion sur le choix des matières en fonction de leur impact, et d'autant que le produit, une borne de recharge peut être assez complexe par rapport à tout ce qui la compose et par rapport à son installation, son utilisation par la suite. Donc, il y avait cet enjeu-là, mais on a surtout conçu un produit avec beaucoup de modularité, d'évolutivité. Le concept principal de notre produit, c'est que la totalité du produit peut être permutée très facilement en quelques minutes, de façon justement à pouvoir prolonger la durée de vie de chacun de ces composants en facilitant la réparation et la maintenance. Donc nous, il y avait toute cette démarche-là, et surtout, il y a aussi tout notre écosystème de production qu'on a voulu très local, alors de production et de réparation d'ailleurs, qu'on a voulu très local, puisque tout est fabriqué à Castres, même si c'est avec différents partenaires pour la mécanique, les tôles en acier, que ce soit les cartes électroniques ou l'assemblage complet. Il y a vraiment eu cette volonté d'essayer de réduire la distance entre toutes les Mmh. parties prenantes. Très bien. Et du coup, vous avez travaillé en plus de la localité sur aussi les matériaux directement pour qu'ils soient moins impactants, c'est ce que tu disais? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais au début. C'est ce qui est d'ailleurs souvent la première chose à laquelle on pense quand on discute de l'éco-conception avec les gens. Le premier réflexe, c'est sur les matériaux, et ça reste Mmh. vrai. Et c'était important de pouvoir faire des choix éclairés, justement, et de comprendre pourquoi, justement, comment justifier le choix d'un matériau plus que d'un autre. Oui, c'est un des apports d'éco-conception, en effet, important, on y viendra après. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant entre vos 2 projets, c'est que, bah, c'est des produits très différents, mais malgré tout, vous avez, cet aspect de production locale qui est très fort, et également, les concepts mis en place sur la fin de vie, de pouvoir, bah, avoir un produit modulaire pour, une réparation plus rapide d'un côté, et puis un produit réparable et remis, qui peut se remettre à neuf à 100 de l'autre. Ça en fait vraiment des concepts bah, qui permettent de pousser au maximum la durée de vie, et c'est intéressant pour, heu, pour maximiser l'impact environnemental. Et au-delà de ça, on voit bien en quoi vous avez fait de l'éco-conception et vous avez des actions concrètes d'éco-conception. Heu, Au-delà de ça, bon, on en discutait juste avant, Aurélien, donc tu peux peut-être rebondir là-dessus. C'est en quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire de l'éco-conception? Qu'est-ce que ça vous a permis chez Alias? Alors, comme je le disais, nous, déjà, on avait besoin vraiment de valider ce qui était à la base du bon Mmh. sens, voire même du feeling qu'on pouvait avoir par rapport à nos expériences. Donc déjà, ça nous a apporté de la méthode. Le diagnostic nous a apporté une méthode pour pouvoir justement quantifier, qualifier tous les impacts du produit, et surtout voir les choses de façon plus globale, pas seulement l'utilisation de la matière pour la construction, mais l'utilisation dans le cycle de vie complet du produit. Donc, ça nous a permis de définir du coup des priorités par rapport aux choix à faire techniques de façon plus rationnelle. Et voilà, d'ailleurs, on intègre maintenant cette réflexion systématiquement pour tous les nouveaux produits pour lesquels justement on va s'intéresser à à l'analyse du cycle de vie complète. Donc le but, ça va être à chaque, conception de produit, si j'ai bien compris, de pouvoir, faire une analyse de cycle de vie, connaître votre impact, pour pouvoir mettre en œuvre des, actions pour réduire cet impact, dès la conception. C'est ça. Bah, déjà, étant donné que le socle de base, on va dire, de notre produit, c'est l'évolutivité,
on se doit d'essayer de faire de l'amélioration continue. Et du coup, pour pouvoir s'améliorer, il faut être capable de mesurer avant toute chose. Donc, ça nous permet de poser une base concrète et claire pour justement chercher toutes les pistes d'amélioration. D'accord. Et l'objectif aussi, du coup, puisqu'on parle de modularité, d'évolutivité, c'est de supprimer l'obsolescence finalement sur vos produits. Ça fait partie des enjeux que vous voulez inspirer. C'est ça, on communique sur le terme d'obsolescence déprogrammée, mais l'idée c'était justement, euh, alors nous on est dans un contexte en plus qui est assez récent, la borne de recharge, donc évidemment il y a des évolutions technologiques permanentes et ça va continuer. Et pour autant c'est quelque chose d'assez lourd, c'est un produit une fois installé qui va coûter cher à être remplacé en temps normal et c'est ce qu'on a voulu justement euh, Mm. casser et remettre en cause avec un produit qui peut être très facilement justement remplacé et où pour autant on va revaloriser au maximum tout ce qui a été retiré de la borne pour que ça soit réutilisé ailleurs. Et on a finalement un cycle qui se crée d'utilisation et de réutilisation au maximum de chacun des composants. Pour que ce soit le plus vertueux possible à la suite. C'est c'est le but. Super, c'est intéressant comme justement apport d'éco-conception. Puis on commence à aller sur l'atout un peu stratégique qu'il y a derrière. De ton côté, Ludivine, chez Louis, du coup, même question, quels ont été les apports, les avantages que vous avez perçus dans le fait d'avoir une vraie démarche d'éco-conception? Du coup, les premiers apports, c'était vraiment d'avoir maintenant toutes les bonnes pratiques et d'avoir quelque chose d'assez formel pour savoir, nous, comment on pouvait au mieux présenter tous les arguments dans notre discours. Et parce que finalement, on s'est vraiment rendu compte pendant cet accompagnement que la définition de l'éco-conception, elle était propre à chaque entreprise. Donc, c'était aussi à nous de la définir et de la structurer parce que c'était aussi quelque chose qui nous a toujours été très important de ne pas tendre vers le argument, vers le greenwashing. Donc ça nous a donné aussi une structure et aussi pour pouvoir nous mieux assumer ces arguments et mieux fournir les preuves aussi derrière pour réussir à nous défendre. Ensuite, ça a pu confirmer finalement l'importance de cette éco-conception dès nous, la conception de nos produits. C'était déjà quelque chose qu'on faisait, qu'on avait commencé à structurer un an avant en créant tout un groupe de travail qui reliait toute la partie production, la partie commerciale, la partie marketing pour réfléchir à comment on peut optimiser chaque produit. Et donc, on a finalement confirmé l'importance de ce groupe de travail. Et là, on l'a vu avec donc, le développement d'une nouvelle table qu'on va sortir très bientôt et se rendre compte que finalement, retravailler sur le design du produit et se rendre compte que le bois, c'est ce qui avait le plus d'impact, nous, sur nos produits aujourd'hui. Comment, en fait, en utilisant un nouveau format de pied, un nouveau design de pied pour nos tables, on arrivait à avoir un vrai impact aussi sur ce produit. Donc ça, on a pu le savoir en ayant cette analyse simplifiée du cycle de vie du produit. Et au global, vraiment, c'était plus de la méthode d'avoir un petit peu les bonnes pratiques, se rendre compte de comment on pouvait formaliser un petit peu ce que nous, on faisait de façon assez informelle. Ok, c'était beaucoup de bon sens finalement dans votre construction de l'éco-conception, mais sans forcément le formaliser derrière, comme tu disais. Et je retiens du coup que dans vos deux cas, finalement, c'est un des apports qui ressort, c'est le fait de vous apporter de la méthode et de la structuration dans le fait de mesurer les impacts, puis ensuite mettre en œuvre des solutions pour les réduire. Tu parlais, Ludivine, de la définition d'éco-conception qui est propre à chaque entreprise. Bon, c'est en effet un produit éco-conçu, il faut savoir où vous mettez les curseurs, vous, en tant qu'entreprise, pour dire, voilà, là, mon produit est éco-conçu. On a des exemples de grandes entreprises qui font ça, qui, dès leur statut, leur politique environnementale, disent, pour moi, un produit éco-conçu, c'est ça, même si derrière, il y a toujours de l'amélioration continue. Est-ce que vous l'avez formalisé, du coup, cette définition d'un produit éco-conçu aujourd'hui? Ou justement, c'est encore en recherche parce que c'est quand même complexe comme situation et comme caractéristique à définir? Ouais, exactement. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus le formaliser. Et du coup, oui,
travaille dessus et c'est vraiment, ça fait partie de nos priorités là, dans les semaines à venir. OK, mais c'est vraiment, un sujet qui est compliqué à traiter, j'entends bien. Mais, en effet, ça fait partie des éléments, forts à définir pour ensuite pouvoir, inclure ça dans votre méthode au quotidien et pouvoir, affirmer que vous avez des produits éco-conçus, sous ces caractéristiques-là. Super, merci, à tous les 2. Du coup, j'ai une autre question, pour vous, pour arriver au sujet de ce webinaire. Maintenant qu'on connaît un peu mieux, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et concrètement ce que ça vous a apporté. Est-ce que, en quoi vous pouvez dire, déjà ce que c'est le cas et en quoi c'est le cas si c'est vrai que l'éco-conception a été, un atout plutôt stratégique, donc vraiment pas seulement au niveau produit, mais un peu plus large sur l'entreprise, la façon dont elle est, perçue et cetera. En quoi l'éco-conception a été, un atout stratégique? Pour Louis d'abord. Alors, nous, ça nous a vraiment réussi à garantir un discours qui est beaucoup plus formalisé, de construire les arguments, les moyens de preuve pour réussir, nous, à nous différencier, notamment lors d'appels d'offres sur lesquels on est en face de grosses structures qui, elles, ont les moyens d'avoir des labels, des certifications sur leurs produits et sur les produits qu'elles proposent. Donc, vraiment, nous, on a réussi à construire cette documentation pour réussir à se défendre et à montrer que nous aussi, nos produits, ils valent largement le produit qu'ils pourraient proposer et qui a un label. Et vraiment pour réussir aussi à se différencier par rapport aux autres fabricants sur le marché. Et maintenant, vous communiquez, ces arguments-là, qui permettent de vous différencier sans forcément avoir de label. Vous avez, réalisé les documents, les supports qui permettent vraiment de pouvoir, communiquer avec ça maintenant dans tous vos appels d'offres? On l'a réalisé, oui, pour les appels d'offres. On l'a pas encore, nous, on est encore sur la démarche, sur la partie plus communication, sur le site internet. Donc, parce que toujours, cette base qui est bien définir qu'est-ce que l'éco-conception, pour garantir d'avoir tous les bons arguments. Mais c'est pas encore quelque chose qui fait partie de notre communication. Mais par contre, sur la partie commerciale, pour réussir à avoir des appels d'offres, là, oui, on a pu le mettre en place. Et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour créer les dossiers de participation aux appels. En effet, j'entends que pour communiquer plus largement, d'un point de vue, grand public, surtout, tous vos potentiels clients qui pourraient avoir accès à votre site internet, vous prenez votre temps pour justement faire les choses correctement et pas, tomber dans une communication qui pourrait, pas être exactement, irréprochable et pas exactement l'image que vous voulez donner. Donc ça permet aussi de bien prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà, exactement. Et Aurélien, chez, Agnès, du coup, est-ce qu'il y a eu un atout, stratégique? En quoi l'éco-conception, ça a été, un avantage pour vous? Alors, il y a déjà une dimension. Cette éco-conception, en fait, elle alimente encore une démarche plus globale RSE de l'entreprise. Donc, ça nous structure pas seulement pas que à l'échelle du produit, je veux dire, à l'échelle de l'entreprise, ça vient alimenter plein de réflexions. Et puis surtout, nous, ça nous a apporté une légitimité dans notre discours parce que c'est devenu un différenciateur, l'éco-conception, complémentaire en plus de notre innovation. Donc voilà, ça nous permet d'asseoir un petit peu cette légitimité. Et comme tu l'as dit juste avant, c'est toujours délicat la communication et c'est toujours compliqué parce que tout n'est jamais parfait et donc on ne veut pas verser dans le greenwashing. Donc là, ça permet quand même de savoir assumer pourquoi on a fait certains travaux et que du coup ça a du sens et qu'on peut les défendre. Donc voilà, ça apporte dans notre stratégie, ça apporte une légitimité qui pousse vraiment un différenciateur. Cette Mmh. éco-conception, comme je le disais, elle est de plus en plus recherchée par nos clients. Donc c'est quelque chose qui fait la différence et qui la fera, je pense, de plus en plus. D'accord, ouais, c'est vrai que ça devient un levier différenciant, très, très fort. J'ai, peut-être un autre point, alors que je n'avais pas forcément, en tête, avant. Est-ce que aussi le fait de vous fournir, localement, on parlait vraiment de fabriquer, localement,
en France, à Labège et du côté de Castres. Est-ce que ça aussi, ça constitue un atout, un levier d'un point de vue stratégique? Oui, en fait, il y a plein d'intérêts. On a finalement trouvé des intérêts qu'on Mm. avait imaginés à la base, à faire du travail en local, et on en a aussi soit découvert d'autres, ou en tout cas, on s'est rendu compte encore plus de l'importance des atouts qu'il peut y avoir à travailler en local, parce que il y a une proximité qui amène un rapport différent aux gens, et il y a une réactivité possible. Il y a du coup une démarche entre les différents partenaires qui est quand même plus riche que ce qu'on arrive à faire en distanciel. Donc pour nous, c'est là-dessus, l'opération, enfin, c'est un succès et on veut continuer complètement dans cette voie-là. Et donc pour la dimension locale de l'éco-conception, ouais, pour nous, ça a beaucoup de sens. Ça a pris tout son sens et ça continue, on le vit au quotidien. Enfin, j'entends que même au-delà, en fait, de l'aspect, environnemental, de réduction du transport, il y a aussi, d'autres avantages plus humains, plus organisationnels dans, la création, la chaîne de fabrication, des produits finalement chez vous. C'est ça, y a pas uniquement l'impact du bilan carbone du transport, Oui, mais qui c'est ça. existe aussi, hein, ceci dit, parce on a énormément, enfin, on a peu de distance entre les différents intervenants, donc cet impact existe, et c'est celui Mmh. qui est le plus évident de toute façon à la base, mais on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'intérêts pour gagner en temps et en qualité à Mmh. la fin pour le produit. OK, d'accord et Ludivine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, pour Louis là-dessus, sur cette question? Alors nous, de toute façon, on a toujours fabriqué en interne et donc ça Mmh. nous permet d'être hyper réactifs aussi quand on veut développer des produits, quand on doit améliorer des produits. Et une fois qu'on se rend compte finalement qu'il y a un produit qu'on peut optimiser sur la consommation de bois, les chutes, des choses sur lesquelles on peut être très très réactif et qu'on peut vraiment pouvoir, en fait, pour chaque client, adapter les modèles. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a ce gros avantage aussi du groupe de travail dont je parlais qui nous a permis, nous, de mettre en place l'éco-conception au sein de, de Louis. Donc, finalement, c'est qu'il y a tous les acteurs qui prennent part aux produits, qui sont sur place, sur lesquels on peut travailler ensemble. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Et ensuite, sur la partie plus commerciale, en fait, d'avoir un ancrage local aussi. Et quand nous, on a une marque qui est forte, qui commence à être pas mal connue, sur notre discours, en fait, à partir du moment où on fait venir les personnes et sur lequel on fait visiter l'usine de production, mais là, ça prend tout son sens aussi. De montrer exactement comment sont fabriqués nos produits, que les gens puissent rencontrer les ébénistes qui travaillent sur les meubles. Là, ça a énormément de sens pour aller toucher une cible locale. D'accord, oui, c'est, plus vous avez les retours qui sont peut-être facilités, en effet. Merci. J'ai une dernière question pour tous les 2, puis ensuite je vois qu'il y a, quelques questions, donc on pourra, les prendre. Quelles sont maintenant, un peu les perspectives, sur, pour continuer, pour, améliorer, la démarche d'éco-conception ou pas du tout, vous revenez en arrière, vous arrêtez tout, quels sont, quels sont les éléments futurs dont on peut parler là-dessus? Ludivine, du coup, je Ouais. continue avec toi, c'était. Du coup, nous, on est en train de pas mal travailler donc, sur la partie communication de tous les arguments qu'on a réussi à formaliser, à mettre en preuve suite à cet accompagnement-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir là, nous, avec le nouveau site internet à partir de juin, juillet. Donc on va pouvoir communiquer maintenant dessus de façon beaucoup plus assurée. Ensuite, là, on l'a vu, nous, sur le développement de nouveaux produits. Maintenant, c'est beaucoup formalisé. On a réussi à intégrer cette méthodologie, à intégrer des outils qui nous permettent de prendre certaines décisions aussi en termes de choix design dès la conception des produits. Donc, vraiment, on voit que cette méthode, on commence à l'inclure et on va commencer à voir les avantages et les effets aussi de la mise en place de cette méthodologie. D'accord, ça va venir petit à petit, chouette. Joli projet, perspective. Et Aurélien, pour Agnès, pareil, quelles sont un peu les perspectives et suites de l'éco-conception? Alors, comme je le disais, continuer à améliorer le produit existant déjà, puisque c'est un produit qui doit avoir plusieurs vies par Mmh. définition. Et du coup, pour continuer à réduire encore son impact.
pousser aussi la réflexion systématiquement pour tous les nouveaux produits grâce à la méthode qu'on a acquis. Et puis pourquoi pas stimuler d'autres innovations sous ce prisme de l'éco-conception. Oui, pouvoir du coup comment ça inclure de nouvelles innovations? Est-ce que c'est plus sur de la recherche et du développement, plus sur une partie matériaux, plus organisationnelle? Est-ce que vous avez déjà des En fait, pistes? on explore, et c'est ce qui est très intéressant avec l'éco-conception, comme on disait tout à l'heure, Ludivine, Mmh. tu disais que chacun a sa définition, et ça peut vraiment, ça permet de s'intéresser à beaucoup de choses, les matériaux, l'utilisation des produits, les travaux qui sont impliqués par le produit, le transport, la logistique, le fait d'utiliser des caisses en bois, l'impact numérique du produit dans notre cas. Voilà, il y a tellement de pistes qu'on étudie un petit peu tout ce qui pourrait être fait pour améliorer l'existant et faire peut-être différemment pour justement avoir un impact moindre à la fin. Il y a donc beaucoup de pistes à explorer, puis à prioriser aussi, j'imagine, pour savoir par quoi vous commencez, C'est ça, pas tout faire en c'est même temps. ça. Et c'est là que vraiment Mmh. la démarche qu'on a fait ensemble, pour nous, elle a été primordiale. C'est que on avait déjà beaucoup d'idées et ça permet vraiment de se poser et d'être capable de prioriser de façon factuelle. D'accord. Ouais, du coup, un vrai avantage. Merci beaucoup, à tous les 2 pour votre histoire et pour votre témoignage là-dessus. Je pense qu'on a quelques questions sur, sur le sujet de participants qui sont arrivés. Hem, est-ce que, comment on va faire? Bah, peut-être qu'on on peut, les prendre et puis en fonction, vous nous, celui qui se sent de répondre, peut prendre la parole là-dessus. J'ai une question de Léna notamment qui nous demande: «Est-ce que vous avez mobilisé des partenaires, certains de vos partenaires, des fournisseurs, des clients et cetera, pour mettre en œuvre la démarche d'éco-conception? Et dans quelle mesure, si c'est le cas?» Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut se Je lancer commence. là-dessus. Alors, je commence. Mmh, Mobiliser, tout je t'en dépend de prie. ce qu'on veut dire par mobiliser. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est posé des questions. Donc, on est allé jusqu'à nous-mêmes questionner des fournisseurs sur, je dis n'importe quoi, la technologie de la peinture utilisée ou des choses comme ça. Donc, dans un premier degré, on va dire on a voulu comprendre ce qui se faisait et de quelle façon ça se faisait chez nos sous-traitants. Et par contre, ce qu'on a dans notre feuille de route, justement plus globale RSE de l'entreprise aujourd'hui, grâce à ça, entre autres, c'est qu'on se questionne sur justement comment fonctionnent, comment travaillent nos fournisseurs, de façon à justement déjà faire une photo de l'existant et être capable peut-être demain de choisir parmi plusieurs sources de fournisseurs ou de eux-mêmes les stimuler à changer des choses dans leur façon de faire pour aller dans le bon sens. D'accord, donc en effet, ça donne un bon exemple de comment vous vous interagissez. Est-ce que Ludivine, tu veux compléter? Heu, tu as d'autres choses à rajouter là-dessus, par rapport à votre projet? Nous, c'est sensiblement aussi la même chose. On se rend compte que sur certains fournisseurs aujourd'hui, vu la taille de l'entreprise, on va pas pouvoir avoir beaucoup d'impact. Par exemple, pour le transport, nous, ça reste aujourd'hui très difficile de pouvoir maîtriser et de pouvoir exiger des choses en termes d'éco-responsabilité sur le transport. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, on sait ce qu'il en est, parce que du coup, on est allé voir auprès de tous nos fournisseurs. On en avait très peu, mais au niveau des fournisseurs sur le bois, sur le niveau de toutes les parties prenantes, pour justement mettre en forme ces preuves, donc aller voir les certificats sur la matière qu'on utilisait, sur les différents composants qu'on utilisait. Donc aujourd'hui, effectivement, on est capable de connaître et ça nous permet aussi de choisir et de mettre, voilà, de faire la balance entre deux fournisseurs, de deux prestataires. Aujourd'hui, on sait aussi qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on attend chez un prestataire extérieur. De là à faire changer les choses, pour ces partenaires-là, c'est plus compliqué aujourd'hui vu la taille de notre entreprise. Et c'est aussi un facteur important si vous êtes un petit client, c'est plus difficile d'avoir, de l'influence et une marge de manœuvre
différents fournisseurs, donc c'est pas toujours facile de pouvoir travailler main dans la main là-dessus, du coup, j'imagine. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Mais par contre, on cherche, nous, à construire aussi des partenariats avec les personnes avec qui on travaille pour justement pouvoir un petit peu plus influencer ça sur du long terme et avec la croissance et le volume qu'on espère avoir dans les prochaines années, ça va être de plus en plus possible. Okay. Merci à tous les deux pour cette question. J'ai une autre question sur de Kenny Brunier sur les supports de communication que vous utilisez. Alors, vous n'avez peut-être pas encore la réponse, étant donné que on a bien vu que c'était en construction de votre côté. Mais est-ce que vous avez une idée de type de support de communication que vous utiliserez? Alors, on a dit a priori pas forcément de label de votre côté, Ludivine. Est-ce qu'on va être plutôt sur des profils environnementaux type éco-profil, PEP éco-passeport, PD, etc. ou plutôt des autodéclarations? Est-ce que vous savez un petit peu comment vous allez communiquer là-dessus? Ouais, nous, on a un peu l'idée, ça va être un mix. Aujourd'hui, ça se base sur de l'autodéclaration, justement, avec cette formalisation un petit peu des preuves aussi qu'on doit pour justifier cette autodéclaration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. Et nous, on a toute une page, en fait, sur l'éco-responsabilité, sur tout un volet sur notre site internet. Donc, on est beaucoup là-dessus. Donc, on a vraiment pensé à la conception de ces pages-là pour fournir les preuves. Et ensuite, ça passe sur la documentation produit, sur lesquels on explique un petit peu la matière qu'on utilise, le poids de la matière. Et dans les perspectives, effectivement, ça va arriver sur plus des éco-profils. C'est un petit peu ce qu'on veut essayer de mettre en place dans les prochains mois, de pouvoir avoir une note de l'impact pour que les clients, quand ils fassent le choix des produits, ils puissent se rendre compte de l'impact au global de leur commande. Donc vraiment, ça va être un enjeu de pouvoir mettre ça en place sur chaque produit pour que, dans l'idéal, une fois qu'il passe sa commande, il puisse savoir l'impact global de sa commande avec la livraison et avec le choix des produits qu'il a fait. Ok, merci. Donc, les déclarations, c'est vrai que l'enjeu derrière, c'est de pouvoir bien définir les modes de preuve, et j'insiste vraiment là-dessus, vous l'avez bien compris, pour être sûr d'avoir une communication qui va être la plus irréprochable possible, parce que c'est un mode de communication qui est tellement libre et large qu'on peut voir beaucoup de choses dedans, et c'est facile de se perdre dans des travers qui seraient mal interprétés derrière. Aurélien, est-ce que tu veux réagir sur l'aspect communication aussi? Oui, alors c'est vrai que c'est un peu le début aussi pour nous à ce niveau-là. Nous, à l'échelle de l'entreprise, on va sûrement aller chercher une label ou un label, une qualification par rapport aux démarches qu'on entreprend. Et par rapport au produit lui-même, on s'intéresse par exemple à l'indice de réparabilité ou ce type de petites notes qui peut permettre justement de venir se différencier et d'alerter nos clients sur ces sujets-là. Oui, ça vraiment aussi à construire au fur et à mesure. Je crois qu'il y avait d'autres questions liées à la communication. Je vais enchaîner avec celle-là avant de revenir sur les autres. Alors, on en avait discuté déjà avec vous. Est-ce que, comme mode de communication, vous avez décidé de faire un bilan carbone sur vos produits? De communiquer le bilan, en fait, de communiquer de réaliser le un résultat bilan du bilan. carbone, c'est ça, en termes de pour le communiquer. Alors, je commence ma réponse. Ouais. Le réaliser, oui, c'est certain. Et après, le communiquer, à la base, on le faisait on le fait surtout pour nous, pour voir qu'est-ce qui est améliorable. Et communiquer dessus, peut-être. En fait, on n'a pas encore trop mesuré les bénéfices à tirer de toute la communication autour de ça. À la base, on l'a fait vraiment déjà pour nous en interne, pour consolider tout ce qu'on faisait, mais il y a forcément du sens à communiquer dessus. C'est une bonne question à voir. Ce serait possible. Et Ludivine, je ne sais plus non plus si vous l'avez fait ou pas. Enfin, si vous voulez le communiquer en tout cas ou pas. Du coup, avec cet accompagnement, on a au moins déjà les chiffres sur une analyse
sur un bilan multicritère d'ailleurs, qui n'est pas simplement un bilan carbone et avec une analyse simplifiée. Donc déjà, nous, qui nous permet de voir à quelle étape il faut qu'on travaille. C'est pas encore quelque chose qu'on communique. Après, justement, nous, comme on est en train de faire les démarches pour trouver aussi au niveau des éco-profils aussi en fonction des différents prestataires qui proposent ça. Donc certains aussi vont le lier au bilan carbone. Donc oui, ça sera quelque chose, nous, à moyen terme, sur lequel on communiquera là-dessus. Donc pas forcément tout de suite. Et en effet, je rebondis sur ta réponse. C'est vrai que nous, on a travaillé, que ce soit avec Aurélien ou avec Ludivine, sur une analyse plutôt multicritère, sous forme d'une analyse de cycle de vie simplifiée, pour la bonne raison pardon, que ça permet d'avoir une vision plus globale de l'ensemble des critères et pas uniquement de regarder l'aspect impact environnemental sous l'entrée carbone. Il y a plein d'autres entrées qui sont indispensables quand on va parler d'impact environnemental. L'entrée énergie, l'entrée pollution des sols, pollution des eaux, l'entrée consommation de ressources qui ne sont pas forcément visibles et prises en compte quand on parle de bilan carbone et qui sont pourtant indispensables quand on parle de vos produits, que ce soit l'occupation des sols et les types de pollution liés au bois et à la gestion durable des forêts d'une part pour lui et que ce soit d'autre part la consommation de ressources rares, de ressources non renouvelables. Parce que forcément, quand on a un peu d'électronique dans les produits, ça va être des enjeux qu'on va instruire assez régulièrement. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt fait ça de façon multicritère. Et j'en profite au passage pour répondre à une autre question sur les outils d'analyse de cycle de vie simplifié, question qui avait l'air d'avoir du succès. Les outils qui ont été utilisés, c'est bilan produit en partie. Qui est un outil gratuit de l'ADEME qui s'appelle maintenant toujours Bilan Produit, mais qui est utilisé avec une nouvelle base de données qui s'appelle la base empreinte depuis le 2 mai dernier, qui est une base du coup gratuite et utilisable sur les plateformes de l'ADEME, même s'il faut connaître un petit peu la méthodologie pour pouvoir l'utiliser, savoir l'utiliser correctement. Donc ça, c'était d'une part. Et d'autre part, il me semble que pour Agnos, on a utilisé un autre type de logiciel qui s'appelle Eco Design Studio, qui va un petit peu plus loin en termes de base de données. Ça permettait d'avoir des données un petit peu plus précises, surtout quand on parle du type de produit qui était à analyser pour Agnos. Donc, deux outils différents pour un peu s'adapter. Dans tous les cas, on est sur une analyse de cycle de vie simplifiée qui n'est pas experte et qui permet, comme vous le disiez, vraiment de pouvoir connaître les impacts, faire des choix, mais pas forcément de communiquer sur ces chiffres derrière. J'en profitais pour répondre à cette question-là. Et j'ai une autre question liée aussi un peu à l'évaluation environnementale sur la durée d'usage du produit. Comment est-ce que vous l'avez défini? Est-ce que vous l'avez défini? Je sais que nous, on a utilisé des données assez générales sur lesquelles on s'était mis d'accord. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau conception pour définir une durée d'usage du produit, même si avec vos produits qui sont réparables, c'est pas forcément évident de la finaliser, d'avoir une vraie date formelle, une vraie durée de vie formelle? Oui, nous, pour mes produits, on reste sur des tables, des produits qui sont assez simples en bois et qui sont déjà, de par leur structure, assez robustes. Donc, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, vu voilà, l'entreprise, elle a 5 ans, les produits les plus vieux, ils ont 5 ans. C'est difficile de se dire s'ils vont durer 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais on ne fait pas des produits dans tous les cas qui peuvent tomber en panne. On fait des produits qui sont réparables. Donc, voilà, c'est la durée de vie qu'on fait au maximum pour avoir une table en bois la plus solide possible. Et nous, donc, pour les estimations, je sais qu'on s'était basé sur une durée de 10 ans. Donc, c'était assez conservatrice finalement, mais qui permettait aussi d'avoir un impact sur. Et finalement, une entreprise, elle va acheter de l'immobilier, même si elle va pouvoir durer plus longtemps. Au bout d'un moment, elle va souhaiter le renouveler et ça, on ne va pas forcément pouvoir le contrôler à 100% ce qui va être fait une fois que le client voudra plus du produit. Oui, du coup, d'où le fait aussi de ne pas prendre en compte uniquement la fin de vie matérielle, mais la fin de vie des usages, la fin de vie, l'obsolescence plus esthétique ou plus l'opportunité qui peut exister. Ok, pareil, je sais pas, en termes de durée de vie, Aurélien, c'est pareil, on n'est pas sur quelque chose de fixe, étant donné qu'on est sur de la réparation. Oui, et c'est toujours délicat de parler de durée de vie, puisque le concept est justement de pouvoir très facilement réparer
que Mm. l'expérience utilisateur soit un peu illimitée. En Oui. gros, nous, on n'a pas trop peur de s'engager sur des garanties de 5 ans et notre vision, c'est que le produit il doit fonctionner 10 ans. Après, bien sûr que, enfin 10 ans, au moins 10 ans, c'est notre volonté. Et Mm. d'ailleurs, on a fait des choix, que ce soit de matériaux ou que ce soit de conception technologique pour justement limiter les risques de panne. Mais pour autant, Mm. on sait qu'on est sur des produits très utilisés qui vivront des pannes. Et justement, là, l'idée, c'est de réduire les pertes d'exploitation, on va dire, en réparant très rapidement, en permettant très rapidement. Et par contre, en réutilisant au maximum tous les composants de la partie qu'on aura permutée. Donc, c'est dur de parler de durée de vie, mais en tout cas, vu de l'expérience du client, le but, c'est qu'elle soit illimitée et qu'elle s'arrête jamais. Mm. Ça marche, ouais, je vois bien. Et j'ai une question sur... Pardon? Sur le temps. Sur... Le Ouais, j'ai 2 questions auxquelles je voudrais encore répondre, mais j'en vois une qui vient d'arriver justement, qui continue sur la durée de vie. Pour toi, Ludivine, est-ce que vous envisagez pour les meubles de Louis d'avoir un programme de reprise des meubles quand vos clients voudront s'en séparer? Vous en finissez sur la durée de vie, peut-être? Oui, c'est quelque chose, nous, bien sûr, on a toujours pensé à ça. Et, le programme n'est pas aujourd'hui entièrement formalisé, mais bien sûr, nous, on s'engage, nous, dans tous les cas, à reprendre tous les meubles dont nos clients ne veulent plus, parce que nous, on sait que derrière, on est capable de les remettre à neuf et de les remettre sur le marché. Donc, on sait qu'on est capable de leur proposer une seconde vie. Et ce qui est idéal pour ça, c'est vraiment de pouvoir nous proposer de pas simplement de vendre à une seule fois, mais c'est plutôt vendre sur du leasing, sur de l'abonnement. Et ça, c'est l'idéal parce que à la fin, on va contrôler ce que va faire le client à la fin de son contrat. Donc, soit lui va prolonger le contrat, soit dans tous les cas, c'est dans le contrat en fait que les meubles reviennent et repartent chez nos clients. D'accord, merci. J'en profite pour... bon, j'ai encore 2 autres questions. Je pense qu'on va prendre ces 2 questions-là qui sont assez importantes avant de commencer à clôturer. Une de Pauline sur... c'est une vraie question qui part de la base de la définition d'éco-conception. Comment une entreprise peut dire qu'un produit est éco-conçu? À partir de quand on peut dire qu'un produit est éco-conçu? Par exemple, si une entreprise fait, ce que vous le dites, si une entreprise fait juste un effort sur le sourcing des matières premières, est-ce que ça suffit pour qualifier un produit d'éco-conçu? C'est une vraie question. Quand on parle d'éco-conception, je te vois hocher de la tête, Ludivine, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça que vous avez encore la réflexion à mener pour définir en quoi un produit est éco-conçu. La définition de base de l'éco-conception, c'est une méthodologie. Donc l'éco-conception, c'est une vraie méthodologie. C'est pas un curseur oui/non sur un produit éco-conçu ou pas, mais c'est une méthodologie qui permet de réduire les impacts sur tout le cycle de vie d'un produit ou d'un service, et ce, dès la conception. À partir de là, en effet, c'est très compliqué de se dire où est-ce qu'on met le curseur pour dire un produit est éco-conçu, un produit n'est pas éco-conçu. Est-ce que si, en effet, on fait un effort sur le sourcing des matières premières et on a un produit qui va être éco-conçu au même titre qu'un produit qui n'aurait pas travaillé sur les matières premières, mais qui aurait réduit ses consommations d'énergie à l'usage, par exemple? Ça, c'est une vraie question. Et pour y répondre, je renvoie à la méthodologie d'éco-conception qui est celle qu'on a utilisée, que ce soit avec Louis ou Agnès, de se dire, d'abord, on va savoir où sont les impacts environnementaux principaux du produit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir mesurer, au moins pour savoir, pas forcément pour communiquer la mesure, mais se dire derrière, qu'est-ce qui a le plus d'impact chez moi? Est-ce que c'est les matières premières? Est-ce que c'est l'usage? Est-ce que c'est la fin de vie? Sur quoi je peux agir aussi? Et du coup, ça va nous donner en fait, des pistes d'action, des leviers d'action de sur quoi je peux agir pour, en priorité, réduire mes impacts environnementaux. Et c'est agir sur ces postes principaux en priorité. Davantage éco-conçu. Alors, qui va être davantage éco-conçu. Après, c'est en effet à chaque entreprise de dire à quel moment, quelle est ma définition d'un produit éco-conçu. Est-ce que c'est quand j'ai travaillé sur chaque étape du cycle de vie? Est-ce que c'est quand j'ai réduit de X% mon impact sur chaque étape du cycle de vie? Est-ce que c'est d'avoir travaillé sur les 3 principaux impacts? C'est vraiment après à l'entreprise de pouvoir définir ça. Et pour aider à définir ça aussi, quand on parle d'éco-conception, il existe 4 grands niveaux d'éco-conception en fonction de ce que l'entreprise est prête à investir et est prête à remettre en question en termes d'utilisation, en termes de construction du produit. Ça peut aller de la simple amélioration des produits, où on va être sur peut-être
un projet d'éco-conception qui ne va pas prendre trop de temps, sur lequel on va peu réduire les impacts grâce à de l'amélioration un peu au fil de l'eau, sur de l'amélioration du rendement, sur l'actualisation de technologie, jusqu'à des... donc ça, c'est le premier échelon. Et on va avoir du coup 4 niveaux jusqu'à aller sur un dernier niveau qui va être sur la remise en question du modèle économique finalement. Mon produit répond à une fonction. Comment est-ce que je peux rendre cette fonction peut-être sans vendre de produit, en vendant un service qui va être associé ou en vendant un système produit-service qui va permettre de réduire l'impact environnemental parce que je vais mettre moins de produits sur le marché potentiellement. Et entre ces deux niveaux, il y a deux autres niveaux qui permettent de remettre en question tout le produit, qui permettent de remettre en question la fonction, qui permettent d'innover et qui vont être sur différents niveaux de maturité et différents niveaux d'implication pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la théorie de l'éco-conception. C'est beaucoup plus difficile de répondre à cette question comme ça. Et c'est pour ça que chaque entreprise travaille dans l'idéal sur une définition d'un produit éco-conçu, comme tu en parlais. Il y a une dernière question. Je pense qu'on va prendre une dernière question et on va clôturer là-dessus. Et je vais prendre la question de Clotilde que vous avez posée un petit moment sur finalement combien de temps a pris cette démarche d'éco-conception, quelles ressources vous avez mobilisées en interne. Et est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié, donc l'accompagnement tremplin dans les deux cas? Moi, je pourrais compléter, mais peut-être que si vous voulez commencer pour avoir votre ressenti à vous avant que je complète sur les termes un peu plus techniques. Je ne sais pas qui veut se lancer rapidement en 1 minute. J'y vais. Vas-y, Euh, merci. Il y avait beaucoup de questions, hein, mais sur les ressources mobilisées, on n'a pas fait l'exercice de compter le nombre d'heures, mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça a amené des discussions dans plein de domaines différents, que ce soit avec des designers, des mécaniciens, des électroniciens, des informaticiens. Donc, ça a vraiment impliqué beaucoup de corps de métiers différents chez nous, et pareil avec les sous-traitants ou fournisseurs avec qui on pouvait discuter. Après, il y avait une question sur le temps, mais je n'ai pas très bien compris combien de temps avant quoi. Combien de temps a pris la démarche d'éco-conception? Ah, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Voilà, je suis d'accord. Après, le Non, mais ce temps qui est... de l'accompagnement réellement, tu sais, du dispositif tremplin, Ouais. est-ce que tu as un Donc, ordre d'idée? Quelques en mois, il me quelques semble. mois, je ne me souviens plus précisément, mais je dirais peut-être en 4 5 mois, on a atteint une maturité. Nous, en tout cas, on a atteint une certaine maturité pour déjà comprendre ce qu'on faisait, avoir pris déjà des décisions et améliorer des choses. Donc en quelques mois pour démarrer la démarche vraiment avec, c'est vrai que tremplin, le temps de faire des allers-retours, ça a pris quelques mois. Et ensuite, en effet, la démarche d'éco-conception, elle va pas s'arrêter, c'est de l'amélioration Mm. continue. Tu veux ajouter quelque chose, Ludivine, là-dessus? Nous, pour notre expérience, c'est vrai que je crois que l'accompagnement, tout compte c'était plutôt quelques semaines, je pense, ça s'est dû s'échelonner sur 2 mois entre les différentes sessions. Et ça fait nous déjà, ça fait quasiment 1 an qu'on l'a fait. Donc effectivement, après, ça prend pas mal de temps pour le mettre en place, pour formaliser un petit peu tout ce qui en découle. Donc oui, et puis comme disait Aurélien, hein, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et c'est quelque chose qu'on va améliorer en continu. Donc voilà. C'est vrai que je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ouais, l'accompagnement était plutôt sur quelques semaines. L'idée, c'est que c'est un accompagnement tremplin qui existe toujours jusqu'à fin 2023, dispositif proposé par l'ADEME et qui permet de faire réaliser les premiers pas en éco-conception, qui se compose d'une initiation déjà à ce qu'est l'éco-conception, qui se compose ensuite d'une journée de travail ensemble, ou 2 dans le cas de Louis, parce que c'est un peu particulier. Dans la journée dans laquelle on va justement un peu comprendre le cycle de vie et l'ensemble des enjeux environnementaux. Et ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir, à partir de là, et de l'évaluation environnementale très premier niveau qui a été réalisé, avoir une feuille de route priorisée des pistes d'éco-conception les plus pertinentes pour le projet d'éco-conception. C'est un peu le déroulement de l'accompagnement. Une question sur est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est cofinancé? C'est cofinancé, merci, j'avais pas vu la question.
C'est un accompagnement sur lequel l'ADEME va participer, ça peut vous en financer une partie, mais il y a un cofinancement qui reste à la charge de l'entreprise. Je peux aller voir les modalités, je vous invite à aller voir les modalités tremplin et puis je vous mettrai le lien éventuellement dans la présentation en face. Je vous propose qu'on clôture le webinaire. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai par mail directement s'il y en a d'autres qui vous viennent là tout de suite. Pour finir, merci beaucoup Ludivine et Aurélien pour avoir pris le temps de nous parler de vos projets et pour avoir été présents aujourd'hui. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver donc on a fait des fiches de retour d'expérience assez rapides, recto verso, de Louis et d'Agnès sur du coup l'accompagnement qui avait été mené. Où vous pouvez retrouver quelques-unes des informations qu'on a partagées aujourd'hui. Vous trouverez aussi d'autres retours d'expérience d'entreprises en Occitanie qui ont eu la même démarche. Pour finir, je voulais aussi clôturer sur le fait qu'on a vu que l'éco-conception, c'était un facteur différenciant en atout stratégique qui était très fort parce que ça vous a permis, en tout cas à vous, de vous différencier beaucoup, de maîtriser aussi potentiellement les risques et d'assurer un ancrage territorial fort avec le fait d'avoir des partenaires qui étaient très locaux ou une production en interne. Ça vous permet d'innover pour créer de nouveaux projets une fois que vous avez intégré la méthode d'éco-conception et de répondre à une contrainte. On a vu beaucoup de contraintes sur la communication, sur ce qu'on vous demandait, mais aussi peut-être à venir des contraintes sur les réglementations. On en a assez peu parlé, mais c'est aussi quelque chose qui est particulier quand on parle d'éco-conception. Pour finir, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à revenir vers nous, à suivre les actions du programme Oxymore. Il y a pas mal d'actions qui, justement, peuvent être disponibles en fonction de vos besoins, que ce soit des sessions comme aujourd'hui, je le répète, pour vous informer, sur des webinaires thématiques, sur des ateliers aussi sur certains thèmes, dont le prochain aura lieu le 26 juin pour découvrir la démarche d'éco-conception au travers d'un serious game développé par le pôle éco-conception. Vous pouvez avoir aussi accès au centre de ressources, soit sur le programme Oxymore qui renvoie directement sur le site du pôle éco-conception, soit sur le pôle éco-conception directement. Il est possible d'agir ensemble pour soit pouvoir avoir cette première feuille de route d'éco-conception potentiellement, ou aller un peu moins loin. On n'a pas tous besoin de cette feuille de route-là. Et ensuite, derrière, pouvoir aller plus loin sur d'autres sujets en fonction de la maturité de chaque entreprise. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Merci beaucoup pour vos questions. Et encore un énorme merci à Ludivine et à Aurélien pour votre présence et votre disponibilité. Je prendrai les dernières questions si besoin encore. Et puis, à très bientôt et bon appétit, du coup, à tous. Merci. Et à ta disposition si on peut compléter en dehors de ce webinaire. Avec grand plaisir. Et est-ce que vous avez un petit mot à ajouter tous les deux pour terminer, le mot de la fin? Merci. Et si on peut aider les gens en répondant à des questions pour Oui, déclencher une démarche de leur côté, ce sera avec plaisir. c'est noté. Merci beaucoup pour ta disponibilité là-dessus. C'est toujours intéressant, je pense, justement, pour les entreprises d'échanger avec d'autres entreprises convaincues là-dessus. Merci. Avec plaisir. Et voilà, mais pareil, moi de mon côté aussi, j'encourage toutes les entreprises qui se posent des questions sur cette démarche à la réaliser, parce qu'en fait, on se rend compte que ça apporte beaucoup et ça lève pas mal de croyances. Effectivement, on a tous beaucoup d'hypothèses sur l'éco-conception. Donc, réussir à formaliser cette démarche, c'est très intéressant pour les jeunes entreprises. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage et bonne chance dans vos démarches d'éco-conception. Plein de réussite. Et puis, à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.